française où nous attend au bout du fil M. Frédéric Lefebvre. Monsieur Lefebvre, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Radio Centre-Ville. Merci de m'accueillir. Ben, ça nous fait un grand plaisir. En fait, on pourrait presque dire bienvenue chez vous, puisque Montréal fait partie de chez vous. Après tout, vous êtes le député des Français de la circonscription Amérique du Nord, la circonscription 01. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus. D'ailleurs, physiquement avec vous très bientôt, puisque j'arrive à Montréal de mémoire la semaine prochaine. Voilà, du 2 au 4 décembre, selon mes sources. Vos sources sont bonnes. Voilà. Frédéric Lefebvre, on va reparler davantage de votre travail ici sur le continent américain en deuxième partie d'entrevue. Mais d'abord et avant tout, parlons donc des élections régionales qui s'en viennent avec évidemment en toile de fond l'état d'urgence qui se maintient pendant 3 mois. On va parler aussi de la fameuse COP 21 qui, selon certains, aurait pu être annulée, mais Laurent Fabius a décidé d'aller de l'avant. Allons-y par du côté purement électoral. 6 et 13 décembre, élections régionales. Est-ce que ces élections et le résultat appréhendé risque d'être, bousculé par les événements de Paris du 13 novembre, d'après vous? Écoutez, pour tout vous dire, comme beaucoup de Français, je n'ai pas la tête à ça. La réalité aujourd'hui, c'est que nous sommes concentrés sur la question, et tout le monde d'ailleurs devrait l'être, sur la question de la protection de nos compatriotes. La France est en guerre, en tout cas elle connaît des prémices de guerre puisque comme vous le savez le 13 novembre Paris a subi une attaque sans précédent, que moi j'étais sur le sol français mais j'étais quelques jours après aux États-Unis où j'ai vu dans les yeux de nos compatriotes français qui vivent là-bas et dans ceux de nos amis américains combien c'était avec un effet miroir ça rappelait le 11 septembre. Donc vous imaginez à quel point en France tout le monde est sous le choc. Et donc c'est vrai que c'est assez curieux cette campagne des élections régionales qui s'ouvre aujourd'hui même dans une période où la priorité évidemment est à la protection des Français. Reste que la démocratie doit suivre son cours et ces élections dont certains pensaient qu'elles allaient être annulées vont bel et bien tenir. Quelles sont, en tant que, si je peux m'exprimer porte-parole des Républicains, quelles sont vos attentes vis-à-vis de ces élections-là? Qu'allez-vous défendre en général? Évidemment, chaque région est spécifique, mais est-ce qu'il y a un programme global que vous allez défendre dans toutes les régions françaises pour ces élections? Alors j'ai été porte-parole des Républicains dans le passé, je ne le suis plus aujourd'hui. Pour ce qui est de la démocratie qui doit évidemment toujours l'emporter, et évidemment je fais partie de ceux qui considèrent que ces élections régionales doivent avoir lieu. Mais évidemment les préoccupations de nos compatriotes vont être tourner vers les questions de sécurité, même si évidemment la problématique de l'emploi, de la croissance, qui sont des problématiques fortes en France, ne seront pas absentes. Nous verrons. Vous savez, moi je crois que l'enjeu aujourd'hui, il est d'abord pour les hommes et pour les femmes politiques de se montrer unis dans l'adversité. Et c'est ce que je défends avec force. Je l'ai toujours défendu y compris sur des dossiers économiques. J'ai eu l'occasion de voter, j'étais le seul même de ma famille politique à voter il y a quelques mois le pacte de responsabilité où j'avais emmené un certain nombre de parlementaires avec moi pour la loi Macron. Donc quand je considère que c'est bon pour mon pays, même si c'est proposé par le gouvernement de gauche, je le vote. Mais évidemment, aujourd'hui avec les questions de terrorisme, le débat public tourne en très grande partie autour de la question de la protection des Français. Et si depuis les attentats du 13 novembre, j'ai eu l'occasion de le dire, le gouvernement se montre à la hauteur, et quand par exemple vous avez le Premier ministre de la France qui soulève le risque d'utilisation d'armes chimiques en France, notamment vous citez la COP 21 à l'approche de la COP 21, je veux saluer cette franchise et cette transparence. Mais dans le même temps, nous devons informer les Français. S'il y a utilisation d'armes chimiques, que faut-il faire? Quelles sont les précautions à prendre? Et ça, je crois que c'est le rôle des hommes et des femmes politiques. Si je voulais résumer, je vous dirais priorité à la vie. C'est la priorité aujourd'hui.
Avec nous en studio, Elias Wouters-Wanou, qui est de l'Union des démocrates et indépendants, l'UDI, version montréalaise. Elias, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Radio Centre-Ville. Merci. Tes réactions, Elias, est-ce qu'il faut mettre l'accent uniquement sur la sécurité? Est-ce que la démocratie doit en tenir compte? C'est sûr qu'il y a un équilibre à tenir entre sécurité et démocratie et liberté, mais ce que j'entendais à l'instant, c'était plutôt sur des mesures d'urgence, et j'aurais voulu savoir si M. Lefebvre avait des propositions à donner sur plus long terme pour résoudre cette fracture sociale qu'on a en France, et aussi ces problèmes donc de intérieur et extérieur, de terrorisme et d'islamisme radical. Alors sur les questions de fracture sociale, moi j'ai défendu il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale un amendement sur lequel je travaille avec beaucoup de Français venus notamment du monde économique, des acteurs économiques, mais aussi avec d'autres hommes et femmes politiques, et parfois d'ailleurs de gauche et de droite, qui est le revenu universel. Je pense que notre modèle économique doit s'adapter à une révolution douce, ce qu'on appelle l'économie du partage, et globalement d'ailleurs l'horizontalité de la société, et on est obligé, en tout cas c'est le devoir des hommes et des femmes politiques, que d'imaginer un nouveau modèle qui continue évidemment de nous permettre de collecter des taxes pour pouvoir intervenir sur la vie collective, mais qui dans le même temps doit nous permettre de nous adapter aux nouveaux enjeux économiques. Il y a toute la question du salariat aussi et des travailleurs indépendants. Nous travaillons à quelques-uns sur l'émergence d'un nouveau statut. Nous partons d'ailleurs du statut si décrié en France pendant si longtemps d'intermittent du spectacle, qui a comme intérêt qu'il intègre la disruption, c'est-à-dire la rupture permanente dans une carrière, et en même temps la portabilité des droits pour que les actifs continuent d'être protégés sur le long terme. Voilà par exemple des projets qui sont des projets à mon sens stratégiques en matière de fracture sociale, mais il y en a bien d'autres. J'ai lancé à l'Assemblée nationale, à l'intention de la jeunesse de France, des assises sur Partez à la conquête du monde, et grâce à un certain nombre de Français qui travaillent, qui sont entrepreneurs aux États-Unis ou au Canada, et on va l'étendre dans le monde entier. On est en train d'essayer de mettre en place des mentorats en direction de jeunes de banlieue ou de jeunes de zones rurales qui n'ont pas nécessairement la chance, comme ceux qui suivent des études dans les grandes écoles ou dans les universités, d'avoir un parcours mondial. Et je pense que cette inégalité-là, c'est une des inégalités contre lesquelles nous devons aujourd'hui lutter. Et puis sur l'autre dimension de votre question, qui est la question de la sécurité, je crois d'abord que, et c'est la raison pour laquelle j'ai lancé un appel le 23 mai dernier, qui a été suivi par 55 parlementaires de droite et de gauche, pour une mobilisation de l'Europe. Aujourd'hui, une des difficultés, c'est que nous sommes plus en réaction qu'en action, que nous avons à gérer de manière défensive, alors que nous devrions être offensifs. Et en particulier concernant l'État islamique, la France se retrouve bien seule en Europe à assumer son devoir de lutte contre le terrorisme. L'Europe doit se mobiliser. On ne peut pas continuer d'avoir une Europe passive, ce qui est malheureusement le cas aujourd'hui. Je salue et je suis très heureux que Monsieur Cameron, hier, aux côtés du président Hollande, ait assuré de la volonté de nos amis britanniques de s'engager dans ce combat. Le président de la République, qui est aujourd'hui, vous le savez, aux États-Unis, et qui va rencontrer le président Obama pour durcir la réponse, devra rencontrer ensuite Madame Merkel. Et là, je veux dire à quel point l'Allemagne doit s'engager, parce que on ne peut pas continuer à recevoir en permanence des leçons
de nos amis allemands, mais qui, sur la question du terrorisme, quand la France a 7000 hommes qui sont au Sahel, elle lutte contre le terrorisme, pas que pour protéger les Français, mais pour protéger toute l'Europe. Et donc, l'Allemagne doit envoyer le signal d'une mobilisation, soit d'hommes, soit de matériel, soit de financement, pour s'engager à nos côtés dans la lutte contre le terrorisme. Et je pense que cette bataille-là, nous ne la gagnerons que si nous sommes solidaires en Europe. Et j'ai bon espoir que le drame du 13 novembre ait au moins comme effet positif d'envoyer le signal de l'impérieuse nécessité de cette solidarité que je réclame depuis plus de 6 mois. Et il y a aussi l'impérieuse solidarité envers la planète. La COP21 se réunit dès le 30 novembre du côté du Bourget. Frédéric Lefebvre, quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce sommet de l'environnement qui semble pour certains être le sommet de la dernière chance pour sauver la planète? Avez-vous des attentes? Les attentes, elles sont évidemment importantes. Je pense que c'est un rendez-vous essentiel. Je ne serai d'ailleurs pas à Paris au moment de l'ouverture puisque j'interviendrai à Washington à l'ONU sur le sujet de la COP21. Et je crois que là encore, la mobilisation de la France sur cette question, la tournée diplomatique du ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius, l'implication du président de la République, l'implication de tous, je vous ai dit que moi-même j'allais m'engager, doivent nous permettre, en tout cas je le souhaite, que Paris soit un rendez-vous historique pour la protection de la planète. Nous devons absolument engager un tournant. Chacun le voit, chacun le sent bien d'ailleurs, et les citoyens ont beau parfois entendre un certain nombre de commentaires scientifiques, parfois isolés d'ailleurs, mais mettre en doute le fait qu'il y ait un réchauffement climatique, chacun en tout cas voit bien le dérèglement. Nous le constatons tous dans nos pays. Et si je parlais tout à l'heure de protéger la vie sur la question du terrorisme, c'est aussi évidemment en protégeant l'humanité des décisions que nous devons réussir à prendre, toute la communauté internationale, qui doivent permettre de protéger nos enfants et de protéger notre planète. Donc c'est là aussi un grand enjeu, même si sa COP21 aura, et ce sera sans doute très symbolique, comme au moment de la lutte contre le terrorisme, aura comme effet par ailleurs de rassembler en France, à Paris, sur le lieu même de ces attaques, des chefs d'État et des chefs de gouvernement du monde entier. Et je pense que ce sera, je le souhaite en tout cas, un signal de la capacité retrouvée de la communauté internationale de se ressouder quand il s'agit de protéger les citoyens du monde, que ce soit contre le terrorisme ou que ce soit contre les dérèglements climatiques qui sont provoqués par l'absence de précautions suffisantes prises par les activités économiques, les États et même par chacun de nous, chaque citoyen dans nos vies quotidiennes. Elias, tes réactions, est-ce que la COP21 est le sommet de la dernière chance? Je dirais pas le sommet. Je pense qu'il y a je fais pas partie des gens défaitistes et peut-être que c'est un moyen d'essayer de demander que chacun soit au rendez-vous que de dire ça. Moi, je pense que la réponse de la collectivité internationale se fait pas à pas et que si l'ambition de la France sur la COP21 n'était malheureusement pas atteinte, il faudra continuer, persévérer dans les rendez-vous qui suivront, et notamment au Maroc, parce que c'est dans une grande continuité. Mais je souhaite évidemment que les décisions qui soient prises soient le plus ambitieuses possible et le plus contraignantes possible. En terminant, M. Lefebvre, il nous reste quelques minutes. Vous représentez la diaspora française en Amérique du Nord. Vous revenez en vos terres au début décembre. Quel message avez-vous envie de livrer aux Français, entre autres, qui vivent au Québec, puisque nous sommes une radio québécoise? Quel message d'espoir voulez-vous leur donner dans la situation trouble que l'on vit? Est-ce que vos commettants ont des attentes vis-à-vis de vous, leur élus? Vous savez, d'abord, dans un petit livre que j'ai écrit il y a quelques mois, qui s'appelle « Vous êtes prioritaire »,
à un moment, j'ai cette formule, je dis que l'éloignement est un exhausteur d'amour. Plus on est loin de la France, plus on l'aime. Et je sais combien, j'étais d'ailleurs avec les Français, je vous l'ai dit, aux États-Unis il y a quelques jours, je sais combien quand on est loin de la France dans ces moments, qu'on a une partie de sa famille, qu'on a ses amis, qu'on sait que son pays est dans la tourmente, combien c'est difficile à vivre. Et donc je veux évidemment dire à tous les Français du monde, puisque la France est mondiale et que les Français qui sont au Québec, même s'ils sont accueillis dans des conditions privilégiées par rapport à beaucoup de Français ailleurs dans le monde, combien toute la communauté internationale ici en France, moi je vous parle de l'Assemblée nationale, combien je le vois avec les parlementaires qui viennent me voir en me demandant comment vont les Français qui vivent au Québec, qui vivent au Canada, qui vivent aux États-Unis, qui vivent globalement à l'étranger, vivent tous ces événements. Bien, je veux leur dire d'abord que nous sommes unis, nous les Français, partout dans le monde. Et puis sur les questions évidemment quotidiennes des Français, que ce soit les questions d'éducation, les questions de taxation. Il y a, vous le savez, j'étais hier dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale sur la question de la taxation de nos compatriotes de manière indue à la CSG, à la CRDS, alors qu'ils sont sous protection sociale du pays d'accueil, en l'occurrence du Québec. Tous ces sujets, parce que la vie continue, sont des sujets sur lesquels je m'emploie à les défendre et à obtenir les décisions qui leur soient le plus possible favorables. J'ai notamment obtenu hier l'engagement du rapporteur socialiste du projet de loi de financement de la sécurité sociale ainsi que du gouvernement que sur les questions de non-double imposition, la France va rappeler en l'occurrence au Canada ses obligations et ses devoirs et voilà au quotidien parce que l'avenir des Français est lié aussi à la France, évidemment. Je me bats à l'Assemblée nationale pour eux. Voilà, Frédéric Lefebvre, c'est tout le temps qui nous reste. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission et puis on va vous souhaiter donc d'ici Noël bon courage, bonne COP21. En fait, vous serez peut-être pas sur place, mais vous allez la suivre évidemment comme nous et évidemment bonne élection régionale. Merci infiniment. Merci de votre accueil. Ça nous a fait un grand plaisir. Donc voilà, c'était Frédéric Lefebvre qui est député de la première circonscription des Français établie hors de France, la circonscription Amérique du Nord. Et pour en savoir davantage, frédéric-lefebvre.org.